Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 10 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, Patrick Henningsen, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Patrick. Ravi d'être avec vous, Nima. Merci beaucoup. Patrick, on a eu une confrontation entre l'Iran et Israël après qu'Israël a attaqué Daïa, dans le sud du Liban. L'Iran a riposté en attaquant Israël, et cette attaque iranienne s'est surtout concentrée sur le nord du pays. Ensuite, Israël a frappé l'Iran. D'après ce que j'ai appris sur cette attaque israélienne contre l'Iran, ce n'était pas grand-chose. Ils n'ont pas touché leurs cibles, ou bien ces cibles n'étaient pas vraiment importantes aux yeux des Iraniens. Et puis, la réponse iranienne à ce qu'Israël avait fait, c'était des frappes sur des bases. Les Israéliens nous disaient qu'ils avaient tout intercepté, qu'il n'y avait eu aucun dégât, rien du tout. Mais ensuite, des images sont sorties, montrant que la base aérienne de Ramat David avait été touchée. Aujourd'hui, Israël a reconnu qu'après avoir publié ces images, ils allaient enquêter sur toute l'affaire des missiles qui ont touché la base aérienne. Mais ils ont précisé qu'il n'y avait pour l'instant ni victimes ni dégâts. L'enquête est en cours. Et puis, soudain, hier, Donald Trump a déclaré qu'il y avait eu une attaque contre un hélicoptère Apache dans le golfe Persique, alors qu'il patrouillait dans le détroit d'Ormuz. L'appareil a été touché, frappé par quelque chose. L'Iran aurait visé l'hélicoptère. Les deux pilotes sont vivants, ils vont bien, ils n'ont pas été blessés, rien ne leur est arrivé, ce qui était assez incroyable à entendre. Et il a ajouté qu'il allait réagir. Plus tard, il a précisé que finalement ce n'était pas si grave et qu'il ne réagirait peut-être pas. Et puis, dans son interview avec CBS plus tard, après avoir dit que ce n'était pas très grave, il a ajouté qu'il pourrait répondre à cela. Donc pour nous, ça voulait dire qu'il allait y avoir une réponse. On pensait que ce serait une réponse limitée de la part des États-Unis. Ensuite, ils ont attaqué la nuit dernière. Ils ont frappé l'île de Sirik, l'île de Peshma et le port de Jask. Les cibles ont été touchées. Une tour de télécommunication a été frappée à Sirik. 2 réservoirs d'eau ont été touchés. Puis il y a eu la riposte iranienne à ce qu'avaient fait les États-Unis. L'attaque a visé Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Les Iraniens ont déclaré avoir frappé 21 cibles, ou du moins avoir visé 21 sites importants, notamment des bases aériennes américaines ou des zones sensibles au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Voilà, c'est tout. C'est l'ensemble de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré, en gros, que l'armée iranienne est dans un état de désordre total. D'après lui, une grande partie, comme la marine et l'armée de l'air, n'existent même plus. Ils ont été complètement vaincus. L'Iran, dit-il, ce n'est que des paroles, pas d'action. Le tyran du Moyen-Orient est mort. Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait pourtant pu être excellent pour eux. Et maintenant, ils vont devoir en payer le prix. Autrement dit, si je comprends bien, il n'y a plus aucun intérêt à négocier avec les États-Unis. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Que s'est-il passé selon vous? Et que pensez-vous de ce que dit Donald Trump? Le truc, Nima, c'est que c'est ce qu'il dit aujourd'hui, ou plutôt ce matin, heure de Washington. Mais ce soir, avant d'aller se coucher, il pourrait dire quelque chose de complètement différent. Et demain matin, encore autre chose. Donc je ne peux pas vraiment accorder beaucoup de crédit à cette phrase. Ils vont devoir payer le prix ultime. Demain, dans une interview, il pourrait très bien dire « Eh bien, je pense qu'on peut rencontrer le guide suprême. Il a l'air sympa. C'est un jeune homme fort et agréable. » Il passe sans arrêt d'un extrême à l'autre. Et les partisans de Donald Trump disent « C'est justement ça qu'on aime chez ce président. » Il est totalement imprévisible.
Il n'est pas comme ces autres présidents, ces autres dirigeants faibles comme Biden, qui lui était tellement prévisible. Trump, lui, est imprévisible. Et c'est justement ça qui fait peur à ses ennemis, parce qu'ils ne savent jamais ce qu'il va faire ensuite. Eh bien, j'ai une petite révélation pour vous. Donald Trump ne sait pas non plus ce qu'il va faire ensuite. Et ça, c'est la partie qui n'est pas dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Si vous ne savez pas ce que vous faites, votre ennemi ne le sait pas non plus. Et c'est bien là le problème. En ce moment, il n'y a aucune stratégie du côté des États-Unis. Ils se sont enfermés eux-mêmes dans ces positions, beaucoup trop profondément. Beaucoup de ces affirmations reposent sur de fausses hypothèses, sur de la propagande ou tout simplement sur des mensonges. Et ils passent énormément de temps à contrôler l'espace de l'information, comme vous le savez. Il y a aussi tout le profit qu'ils tirent du pétrole et des marchés boursiers, qui continuent sans interruption sous cette administration. Alors d'abord, je dois dire que je ne suis pas convaincu. J'ai vu des rapports contradictoires sur la question de savoir si l'Iran a réellement abattu cet hélicoptère Black Hawk. Les États-Unis, ou CNN, ont rapporté que c'était un drone Shahed qui l'avait touché. Je sais que les drones Shahed ne volent pas à une vitesse aussi élevée, donc je ne comprends pas bien comment il aurait pu percuter un Black Hawk. Certaines sources iraniennes disent d'ailleurs qu'elles pensent que l'hélicoptère s'est écrasé, sans forcément avoir fort. Oui, ça arrive souvent. Avec le nombre de sorties aériennes et de missions que vous effectuez, il y a forcément des pannes, et forcément un crash à un moment donné. Sans parler de tout ce qui concerne la maintenance, la logistique et ce genre de choses. Franchement, n'importe quel hélicoptère Black Hawk dans le détroit d'Ormuz est déjà hors zone, et ils sont déjà à la limite de leur capacité. Donc forcément, il y a des questions sur ce qui s'est vraiment passé. Une chose que je peux dire, c'est que si je pense qu'il s'est écrasé et non qu'il a été abattu, alors par définition, c'est une opération sous faux drapeau. Parce que si l'appareil s'est écrasé et qu'on prétend ensuite qu'il a été abattu pour s'en servir comme prétexte à une escalade, eh bien par définition, c'est une opération sous faux drapeau. Les États-Unis utilisent leurs propres moyens militaires, en s'écrasant ou peu importe. En aucun cas, ce n'est une réponse proportionnée de la part des États-Unis. Ils affirment que les pilotes ont été secourus. Alors, ont-ils vraiment été secourus ou pas? On n'en sait rien. Est-ce qu'on connaîtra un jour leur nom? Probablement pas. Comme le raid raté d'Ispahan pour récupérer la poussière nucléaire. Où est le soldat Ryan? Le soldat Ryan n'a toujours pas de nom. Il devrait être un héros. Il devrait y avoir un grand film hollywoodien sur son sauvetage audacieux, vous voyez, le sauvetage courageux de cet aviateur en Iran. Alors, qu'est-ce qu'on peut croire venant des États-Unis? Rien. Absolument rien. Ça n'a aucun sens. Et même si c'était vrai, le détroit d'Ormuz n'est pas une zone de patrouille. Ce ne sont pas des eaux internationales. C'est le territoire d'Oman et de l'Iran. Point final. Les États-Unis n'ont absolument rien à faire là-bas, et encore moins le droit de faire voler des hélicoptères Black Hawk pour faire respecter un blocus naval. Ils utilisent déjà des avions américains pour tirer sur des pétroliers vides, des navires qu'ils prétendent être sous sanction. C'est tout simplement de la piraterie, une forme de racket international. C'est vraiment la meilleure façon de décrire ce qu'ils font. Ils se retrouvent donc coincés dans une situation dont ils ne peuvent absolument pas sortir. Et il va y avoir de plus en plus de facteurs qui risquent de provoquer une escalade. On pourrait donc se retrouver avec un conflit qui dure, d'intensité relativement faible, juste pour sauver la face, pour rester impliqué, sans aller trop loin avec l'Iran, mais juste assez pour que les États-Unis puissent se justifier et gagner du temps pour le réarmement d'Israël et des forces américaines, avec les positions qu'il leur reste encore dans la région.
C'est une façon de voir les choses. L'autre, c'est de se dire que s'il y a une énorme escalade, comme si on prenait Trump au mot quand il a menacé récemment que l'Iran allait en payer le prix, eh bien, combien de temps les États-Unis peuvent-ils vraiment tenir une escalade majeure? Un déluge de frappes sur l'Iran? 2 semaines, pas plus. 2 semaines, maximum. Et la riposte de l'Iran, elle sera massive. Vraiment massive. Et si, par exemple, je te donne un cas concret, Nima, certains rapports indiquent que des F-35 israéliens auraient reçu un ravitaillement en vol au-dessus de l'espace aérien saoudien. Air-to-air refueling support over Saudi Arabian airspace. If that's true, and it looks to me like it is, Si c'est vrai, et à mes yeux ça en a tout l'air, alors les bases saoudiennes deviennent des cibles légitimes. Mais devinez quoi d'autre devient une cible légitime? L'Arabie saoudite a permis à Israël et aux États-Unis d'utiliser son espace aérien pour traverser l'Irak, puis attaquer l'Iran. Ça veut dire que l'aéroport Ben Gurion, où sont stationnés tous les avions ravitailleurs américains en vol, plus de 60 appareils de ce type, d'après les photos et les témoignages qu'on a, eh bien, cet aéroport se retrouve tout en haut de la liste des cibles potentielles. Franchement, je ne vois pas comment les États-Unis ou Israël pourraient se sortir de ce dilemme. Parce que les Israéliens qui cherchent désespérément à fuir en temps de guerre, si cet aéroport est détruit ou rendu inutilisable, c'est déjà de fait une catastrophe. Des centaines de vols ont été annulés, simplement parce qu'il n'y a plus de place sur le tarmac pour d'autres avions de passagers. Il est plein d'appareils militaires américains. Imaginez maintenant que l'aéroport Ben Gurion soit visé par des frappes de missiles iraniennes, des attaques répétées venues du Yémen et des drones du Hezbollah. Et alors, que vont faire les Israéliens? Ils vont supplier le monde d'envoyer des bateaux à Haïfa pour les évacuer vers Chypre ou l'Albanie. Peut-être qu'ils espéreront pouvoir rester là-bas, construire quelques colonies sur l'île de Kushner. Mais ça n'arrivera pas. Je ne pense pas. Non, je ne vois pas comment tout ça pourrait durer. Rien de tout cela n'est viable. Oui, c'est compliqué. Je sais que vous voulez que les gens veulent entendre une réponse du genre « Alors, à ton avis, qu'est-ce que Trump va faire ?» Mais il change d'avis tout le temps, donc c'est impossible de dire quelle est sa position à un moment donné. Moi, je regarde simplement les chiffres, ce que chaque camp a en place, quelles munitions et quels moyens militaires il peut utiliser. Et l'Iran a l'avantage dans l'équilibre des forces dans la région. À cause de ses flottes de missiles et de drones, et aussi parce qu'il contrôle de fait le détroit d'Ormuz. Le blocus américain, c'est juste une gêne, et ce n'est pas un blocus impénétrable non plus. Des navires passent. Les États-Unis peuvent continuer à tirer sur des navires commerciaux en utilisant leur armée pour détruire des bateaux non armés. Pour eux, franchement, c'est un peu embarrassant. Mais est-ce vraiment la meilleure façon d'utiliser la force militaire la plus puissante de l'histoire de la planète que les États-Unis mettent en avant toutes les 5 minutes? Et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est faire exploser des bateaux vides, parce qu'on a l'impression que c'est la majeure partie de l'activité de l'armée américaine en ce moment. Franchement, c'est un peu ridicule, et même embarrassant. Et encore une fois, c'est pas durable non plus. Ils ne pourront pas maintenir ce blocus, cette espèce de faux blocus, très longtemps. Pas très longtemps du tout. Et en plus, ce n'est pas vraiment efficace. Il y a déjà toutes sortes de contournements qui ont été mis en place, que ce soit par la mer, par la terre ou le long de la côte sud de l'Iran. Donc au fond, c'est surtout un geste politique, une mise en scène pour Trump à usage interne. Mais à part ça, ça n'a pas beaucoup d'utilité réelle. D'après ce que je comprends, Patrick, la réaction des États-Unis était une réponse à ce que l'Iran a fait contre Israël, à la dernière série d'attaques, l'attaque iranienne contre Israël, parce qu'Israël n'a montré aucune capacité dans son offensive contre l'Iran.
Vous savez, ce pays n'a pas les moyens sur le plan offensif, ni même sur le plan défensif. Alors pour ceux qui prétendent qu'Israël, sans les États-Unis, serait capable de faire quoi que ce soit en Asie de l'Ouest, je pense que c'est une illusion. C'est complètement illusoire. C'est pour ça qu'ils ne vont pas laisser les États-Unis quitter la région. C'est ça, l'objectif final. Il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de se retirer de cette zone. Je ne vois pas ça arriver avec l'administration Trump et ces gens-là, ces ultrasionistes aux États-Unis. Ils vont rester là-bas, en Jordanie peut-être, en Israël, à Diego Garcia, en Grèce. Et un moyen de rester présent sur place. Eh bien, ils ne partiront pas volontairement en tout cas. Mais ils pourraient être forcés de partir. Et ça, c'est clairement une possibilité réelle. Sous quelle forme et dans quel délai, c'est une autre question. Mais si on regarde les faits, le fait qu'ils utilisent l'aéroport Ben Gurion, un aéroport civil, comme principale base aérienne en Asie de l'Ouest, c'est un signe de désespoir difficile à comprendre, franchement. Mais c'est à peu près tout ce qu'il leur reste. Et la raison pour laquelle ils en sont là, c'est que l'Iran a fait quelque chose que beaucoup de gens n'avaient peut-être pas prévu. Ils ont traité tous les pays du CCG comme des co-belligérants dès que ce conflit, cette nouvelle phase de combat a commencé. Et en faisant ça, ils ont en gros rendu la présence militaire géostratégique des États-Unis dans la région pratiquement inutile. Ils ont réussi à mettre la pression sur tous les alliés américains qui participaient à cette opération. Et les dégâts économiques, la privation qui en ont découlé pour le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et l'Arabie saoudite sont considérables. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Ça n'a pas complètement dissuadé les États-Unis, et certainement pas Israël, mais ça a sérieusement freiné les Américains, au point qu'ils ont maintenant très peu d'options pour frapper l'Iran. Très peu d'options. Ils ont déjà joué toutes leurs cartes. L'Iran, de son côté, frappe durement des installations secrètes au Kurdistan irakien, dans la région du KRG. Il les frappe sans relâche. C'est énorme. C'est énorme, parce que c'était vraiment la carte maîtresse que les États-Unis et Israël détenaient depuis le début de ces affrontements. Et là, avec le démantèlement d'une grande partie des réseaux de renseignement américains, des espions, des collaborateurs et des agents provocateurs à l'intérieur de l'Iran, clairement, la situation s'est inversée. L'Iran a désormais l'avantage, il n'y a aucun doute là-dessus, sur le plan géopolitique, militaire, mais aussi économique. Il reste très peu de choses que les États-Unis puissent faire en matière de sanctions pour nuire ou affaiblir l'Iran, qui n'ait pas déjà été tenté. Et de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est pousser encore plus de pays à se détourner du dollar en Asie et dans le monde entier, tout en accélérant le développement du réseau des nouvelles routes de la soie de la Chine et d'autres solutions terrestres du même type. Et vous savez, ils peuvent armer les groupes séparatistes baloutches, des groupes terroristes, et vous voyez, les pousser à mener des attaques dans le port pakistanais de Gwadar. Tout ça pour perturber et saboter le réseau économique des nouvelles routes de la soie de la Chine. Ce vaste réseau terrestre et maritime, fait de routes, de voies ferrées, de ports, un réseau d'échange, de distribution, d'approvisionnement et tout ce qui va avec. On peut continuer comme ça, mais jusqu'à un certain point seulement. La stratégie des États-Unis, ce qu'il leur reste, c'est le sabotage, la perturbation et le sabotage. C'est tout ce qu'il leur reste. Et ils accélèrent clairement le mouvement. Et plus d'autres pays se retrouvent coupés de ce réseau, que ce soit les alliés des États-Unis ou les pays arabes engagés dans des politiques de normalisation, plus leurs propres opportunités économiques vont se réduire. Donc ce ne sera pas bon pour eux non plus, sur le plan économique. Un peu comme l'Europe, qui s'est en quelque sorte étranglée elle-même en sanctionnant la Russie,
et qui a, d'une certaine manière, détruit ou suicidé sa propre économie en faisant ça. Tout ça ne va pas dans le sens des États-Unis. Ce que les États-Unis ont essayé de faire, et que l'Iran a aussi brisé, c'est comme Israël de compartimenter le conflit de Gaza, du Liban et de l'Iran en disant « Oh, eh bien, c'est juste entre les États-Unis et l'Iran ». Non, pas du tout. Ce sont les États-Unis, Israël et l'Iran. Et les États-Unis essaient toujours de se présenter comme un pays neutre, comme un médiateur dans tout ça. Mais c'est eux qui ont déclenché la guerre. Ils soutiennent Israël, ils l'arment, ils lui fournissent tous les types d'appuis militaires possibles, et ensuite ils font semblant de jouer les arbitres au milieu. Plus personne n'y croit, mais ils doivent continuer, parce qu'Israël dépend de cette compartimentation. Pendant que les États-Unis affrontent l'Iran, Israël détruit et massacre des gens au sud Liban et massacre aussi des Palestiniens à Gaza. Et ils ont besoin que le monde voit tout ça comme des conflits séparés. C'est un élément essentiel de la tromperie israélienne, de la manière dont ils manipulent le monde avec ce cadrage trompeur. Et ce que dit l'Iran, c'est non. La source de toute hostilité, de toute mort, de toute destruction dans la région, c'est Israël. C'est l'entité sioniste. Et ils disent qu'ils ont la preuve, parce que dès qu'ils ont tiré des missiles sur Israël ces derniers jours, qu'est-ce qu'Israël a fait? La première chose, ça a été de couper l'aide aux habitants de Gaza. La toute première chose. Donc Israël dit en gros, on va punir les Palestiniens pour ce que les Iraniens ont fait. Comment osent-ils tirer des missiles sur nous? Eh bien, on va punir les Palestiniens et on va se servir d'eux comme moyen de pression contre les Iraniens. C'est exactement ce qu'Israël est en train de faire. Donc, il y a bien des preuves. L'Iran n'a même pas besoin de plaider sa cause. Israël a montré qu'il utilisait les populations du Liban et de Gaza comme moyen de pression, comme levier contre l'Iran. Et donc, par extension, les États-Unis, en acceptant cette compartimentation, permettent aussi à Israël d'agir ainsi. L'Iran, de son côté, a tracé une ligne rouge. Il a dit, si vous bombardez Beyrouth, il n'y aura pas de cessez-le-feu, nous frapperons des cibles en Israël, et nous frapperons fort, et nous viserons aussi des bases américaines. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui fixe les lignes rouges. Les États-Unis et Israël doivent réagir ou choisir de ne pas réagir, selon la situation. Mais désormais, c'est l'Iran qui donne le rythme. C'est ça qui a changé cette semaine. L'Iran mène maintenant la cadence de l'action et de la réaction. Et ça, c'est une grande différence par rapport à la situation d'avant. Ils y parviennent en restant patients pendant cette accalmie dans les hostilités, puis en revenant avec une doctrine et une politique stratégique très claires, en traçant des lignes rouges. Et seulement, et je le défends, Nima, dans les relations internationales, je suis convaincu, à travers la littérature, mes études, et ce que beaucoup de grands chercheurs ont aussi suggéré, que dans le système international, ce système finit par pencher en faveur des puissances normatives, avec le temps. Les États voyous, eux, le système ne penche pas en leur faveur. Ils peuvent créer des problèmes temporairement, mais à long terme, ils seront dépassés par d'autres puissances normatives qui s'allient entre elles. Et la stabilité finira par venir de ces forces normatives. L'Iran agit comme une puissance normative. De plus en plus, vraiment de plus en plus. Seule une puissance normative peut tracer une ligne rouge morale. Les États plus faibles ne peuvent pas faire ça. Et ils ne peuvent pas non plus la faire respecter. L'Iran, lui, l'a tracée et il la fait respecter. On pourrait dire que c'est ce que font les superpuissances. Mais au minimum, c'est une puissance régionale intermédiaire et un acteur normatif dans le système international. Donc, les autres acteurs normatifs, la Chine, la Russie, les pays européens, doivent reconnaître cette dynamique d'action et de réaction parce qu'eux-mêmes respectent les mêmes règles dans le système international. Ou du moins, ils sont censés le faire.
Les États-Unis, eux, n'ont pas à se soumettre aux normes du droit international ou à quoi que ce soit de ce genre. Ils peuvent s'y plier ou s'en affranchir selon ce qui les arrange, parce qu'ils se sont imposés comme hégémon mondial. Et Israël, allié et lié aux États-Unis, n'a pas non plus à respecter les conventions sur les droits humains, ni le droit international, ni aucune norme. Et ils ne le font pas. Ils ont bien montré qu'ils ne le font pas. Mais c'est ça, l'ironie du système international. La puissance dominante n'a pas besoin de suivre les règles, alors que le reste du système, lui, doit se rassembler et le faire, même s'il ne croit pas au droit international, même s'il ne croit pas que les États-Unis le respecteront un jour, ni leur allié Israël, ni la Grande-Bretagne, par exemple, quand ils mènent les mêmes actions aux côtés des Américains. Le reste du monde, lui, doit le faire, parce que sinon, ce serait le chaos total dans le système international, et beaucoup de pays y perdraient si les hostilités dérapaient complètement. Aujourd'hui, l'Iran a pris cette position. Et franchement, beaucoup de gens n'auraient jamais pu le prévoir il y a 3 mois. Et pourtant, c'est en train de se produire. C'est incroyable de voir comment. Et tout ça s'est fait de manière très subtile. Mais tant qu'il reste ferme, et je te le dis, Nima, c'est le dernier point là-dessus, si l'Iran reste fidèle à ses principes, ne cède pas, inclut le Liban dans tout accord de cessez-le-feu, et ne cède pas, ne lâche rien du tout, plus ils tiendront cette ligne, plus les autres puissances normatives du système international le verront. C'est plus sûr, plus prévisible. On peut investir là-dedans, non? Au bout du compte, ils vont finir par accuser Israël d'être la source de l'instabilité et sans doute aussi les États-Unis, ce que beaucoup font déjà. Mais ça va devenir très clair. Et là, ça ouvre la porte à d'autres pays pour agir, soit par des sanctions, soit par la pression diplomatique. Et tout ce que l'Iran a à faire, c'est de maintenir sa position, sa politique, ne pas céder, garder sa ligne rouge, la faire respecter. Et tout à coup, si l'Iran reste inflexible sur ces conditions, alors les autres pays devront s'y adapter. Regardez déjà ce qui se passe. Les tensions entre Israël et les États-Unis sur le plan politique. Il y a de vraies disputes, des échanges d'insultes, des cris dans les deux camps. Aux États-Unis, le camp sioniste contre Trump, les États-Unis contre Israël, Israël contre les États-Unis. Tout ça, c'est à cause de l'Iran. C'est parce que l'Iran a tracé cette ligne rouge. C'est ça, la cause de ces divisions internes. L'Iran a déjà créé des tensions politiques entre ces deux ennemis, qui sont censés être les meilleurs alliés du monde. Et tout ça, c'est le résultat de ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu agir autrement. Ils auraient pu garder les choses séparées et dire « on ne veut pas se mêler du Liban, ça va compliquer notre situation ici ». Concentrons-nous sur l'Iran et les États-Unis ou sur notre sécurité, porte. Et ne t'inquiète pas pour Israël, et ne parle pas de la Palestine. C'est ce que feraient la plupart des pays. Mais une superpuissance, ou même une puissance régionale, peut aller plus loin que ça. Et l'Iran, lui, le fait. Regarde les résultats. Ils peuvent simplement s'asseoir et regarder leurs ennemis se tirer dessus, se disputer entre eux sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Regarde le Liban. Nima, tu as vu l'interview de Christiane Amanpour avec Joseph Aoun, le président libanais, il y a quelques jours. Tu as vu à quel point il était virulent, comment Aoun critiquait ouvertement les Iraniens et le Hezbollah, en levant le doigt et en disant « Vous ne pouvez pas vous mêler de nos affaires ». Et tout le reste? Mais devine quoi? Qu'est-ce qu'il dit depuis 24 heures? Eh bien qu'Israël ne peut pas avoir une sécurité totale et que la guerre n'est pas une solution. Avant, il disait « Nous voulons de bonnes relations avec Israël. S'il vous plaît, Israéliens, bombardez-nous autant que vous voulez. Mais nous, on ne fera rien contre vous. On sera un bon petit voisin. » Mais le problème, c'est le Hezbollah et ses Iraniens en rejetant toute la faute sur eux pour tout ce qu'Israël fait. Et maintenant,
il a complètement changé de position. La raison, c'est que la pression s'accumule sur lui, en tant que marionnette, en tant que relais de Washington, de Riyad et de Tel Aviv. Il sent cette pression et c'est à cause de ça. Et tout ça, c'est le résultat de ce qu'a fait l'Iran. Pas forcément à cause de la résistance ou de la constance du Hezbollah, ça n'a pas changé, mais parce que l'Iran s'est affirmé comme puissance régionale, a tracé une ligne rouge et l'a imposée. Franchement, c'est incroyable. Je regarde tous ces changements de position depuis cette semaine. Pour moi, c'est stupéfiant. Je pense que quand Donald Trump dit, que des paroles, pas d'action, ça me rappelle ce dont il parlait pendant l'élection présidentielle face à Joe Biden. Il a vraiment l'impression que c'est lui qui mène le jeu. L'ennemi, d'une certaine façon, c'est le rival. Mais là, ce n'est pas un rival. C'est complètement différent. Ils ont fait absolument tout ce qu'ils avaient annoncé avant le début de cette guerre. Ils avaient dit, on va fermer le détroit d'Ormuz. Ils l'ont fait. Ils avaient dit qu'ils allaient frapper toutes les bases américaines de la région. Ils l'ont fait aussi. Ce que vous venez de mentionner, je trouve que c'est vraiment essentiel. C'est la première fois, et c'est important pour comprendre à quel point ce changement est majeur dans la stratégie iranienne dans la région. C'est la première fois que l'Iran attaque Israël sans avoir été attaqué par le gouvernement israélien. Exactement. C'est justement tout l'enjeu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, et personne en Israël ne semble y croire. Il y a une telle stupeur face à la réalité de ce qui se passe. Celui qui agit en premier fixe le rythme des actions et des réactions. Et les États-Unis agissent toujours en premier. Ils lancent toujours des frappes préventives. Ils savent que sur le plan stratégique, cela leur permet ensuite de contrôler et d'ajuster, disons, l'échelle de l'escalade, ainsi que ce que leurs adversaires peuvent ou ne peuvent pas faire. Et l'Iran a attendu, encore attendu. Pendant ce temps, la situation politique se dégrade aux États-Unis pour Trump et en Israël pour Netanyahou. Toute cette situation cette semaine a aussi créé une série de nouveaux problèmes politiques à l'intérieur même d'Israël pour le régime de Netanyahou. Ce n'est peut-être pas significatif. Ça ne va pas changer les ambitions de l'État sioniste, mais ça va, je pense, créer beaucoup d'hésitation et de retard. Beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions, même dans l'armée. Ils vont se demander si tout ça est vraiment tenable, si on peut mener une guerre sur 5 fronts et si c'est soutenable ou pas. En Israël, ils ont toutes sortes de problèmes structurels à cause de ça. C'est pareil pour les États-Unis. Sur le plan militaire, les États-Unis ont maintenant d'énormes problèmes structurels dans la région. Ils ne peuvent plus maintenir une dissuasion totale, ils ne peuvent plus défendre Israël. Ils ne le peuvent plus. Ça n'arrive pas. Donc tout ça va se transformer. Et si c'est une guerre d'usure, il faut dire que, dans une guerre d'usure, les Iraniens sont avantagés. Au final, ça va être une guerre d'usure. C'est déjà une guerre d'usure. Et probablement pour la même raison, si le Hezbollah reste ferme, ne bouge pas de sa position et ne fait rien, je pense que ce serait une énorme erreur d'entrer dans des discussions sur le désarmement avec le gouvernement libanais. Parce qu'on voit bien ce qui se passe dès qu'on se désarme. On se fait balayer. Les Israéliens iraient à fond s'il n'y avait plus de résistance dans le sud du Liban. Ils annexeraient très vite un 5e du territoire libanais, sans aucun doute, et ce serait fini. Ensuite, ils établiraient aussi une zone tampon au-delà du fleuve Litani. Donc pour moi, c'est certain que ça arriverait. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens en Israël réclament en ce moment. Ils voient ça comme ils voient le plateau du Golan, comme ils voient le mont Hermon. Pour eux, le sud du Liban leur appartient, à la fois comme zone d'intérêt sécuritaire, mais aussi comme un droit d'aînesse biblique. Ils croient que ça fait partie du royaume d'Israël qui leur a été promis il y a 3000 ans et qu'ils vont le reprendre.
Et pour eux, c'est une occasion en or. L'extrême droite dure, l'aile ethno-nationaliste, quasi nazie, en Israël, voilà une chance unique de poser les premières pierres du projet du Grand Israël. Ils se disent que s'ils ne saisissent pas cette opportunité maintenant, ils ne la reverront jamais, parce qu'ils n'auront plus jamais à Washington une administration aussi pro-israélienne. C'est maintenant ou jamais. Donald Trump, c'est le dernier barreau d'honneur de l'État sioniste en Amérique. Je vous le dis, c'est maintenant. Après ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas gagné à la loterie en 3 semaines, comme ils l'avaient prétendu ou cru possible, en pensant pouvoir briser l'Iran et provoquer un changement de régime à Téhéran. Et maintenant, ils se retrouvent coincés dans une situation incroyable, sans issue. La seule issue, ce serait de limiter les dégâts. Mais les États-Unis, en bon empire en fin de cycle, n'y arrivent pas. L'ego collectif de l'empire les empêche de sortir de la position dans laquelle ils se sont mis. Ils ne peuvent pas le faire avec élégance. Je dirais même qu'ils ne peuvent pas le faire aussi élégamment que les Britanniques. Si on compare, la manière dont les choses se passent pour les États-Unis est bien moins élégante que ce qu'ont fait les Britanniques. Mais il faut dire que le Royaume-Uni, lui, avait un véritable Commonwealth matériel, qui représentait, disons, Honor Harged Zetebethab de Repremet. Je veux dire, les États-Unis n'ont pas officiellement le Commonwealth, mais leur empire, lui, est mondial. Et il est total, que ce soit sur le plan militaire ou économique. Ce sera donc très difficile pour eux d'admettre une défaite, surtout avec Israël, vu à quel point ils sont liés à Israël politiquement aux États-Unis comme à l'international. Alors ça veut simplement dire qu'ils vont devoir s'épuiser. Les États-Unis vont s'épuiser économiquement, exactement comme, selon moi, l'Europe est en train de le faire, en s'accrochant à ses vieilles manœuvres coloniales et à ses visions de grandeur de l'ancienne Europe. En agissant ainsi, elle détruit sa propre économie, la viabilité de ses industries futures, et tout ça juste pour s'en prendre aux Russes à cause de l'Ukraine. On en arrive à un point où la vie va devenir inabordable en Europe à cause de prix de l'énergie complètement absurdes et du fait que tous les gouvernements dépensent tout leur argent en s'endettant encore plus pour réarmer l'Europe face à une menace russe qui, franchement, n'existerait pas si les États-Unis n'avaient pas créé cette menace en attisant une guerre civile en Ukraine. C'est le même problème au Moyen-Orient. Les États-Unis vont devoir s'épuiser. Et les monarchies du Golfe aussi, soyons honnêtes. Et à la fin, qu'est-ce qu'il restera? Que va-t-il arriver à Israël? Personne ne sait vraiment quelle tournure cette situation va prendre. Mais j'imagine que ce qui nous inquiète tous, Nima, c'est ce qui pourrait se passer pendant la descente. À quel point les dégâts pourraient être importants pendant cette chute, alors qu'Israël se débat et crie jusqu'à la sortie de l'histoire, en ce qui concerne la viabilité de son projet politique, tu sais, ethno-nationaliste, nationaliste juif, le projet sioniste. Combien de dégâts peuvent-ils encore causer à la région, à eux-mêmes et à leurs voisins, pendant qu'ils se débattent ainsi sur le chemin de la sortie de l'histoire? Qui peut le dire? Je pense que ce que tu viens de dire à propos de l'Ukraine, c'est aussi le point central au Liban, la guerre civile. Et ils essayent de faire la même chose en utilisant le gouvernement libanais. Parce que si tu n'es pas capable de vaincre le Hezbollah dans le sud du Liban, alors tu dois bombarder Beyrouth. Si l'Iran intervient et dit « Si vous attaquez Beyrouth, on vous attaquera », alors la troisième option, ce serait d'utiliser le gouvernement libanais pour provoquer une sorte de guerre civile. Parce qu'au fond, Patrick, l'idée, c'est de mettre la pression sur le Hezbollah pour qu'il se concentre davantage sur les problèmes internes que sur le combat contre les Israéliens. Oui. Voilà ce qu'ils essaient de faire.
Et cette interview dont vous parlez, celle du président du Liban sur CNN, eh bien, elle n'a pas duré longtemps. Elle ne lui a pas vraiment porté chance, parce que juste après, les Israéliens ont attaqué un général commandant de l'armée libanaise dans son véhicule, avec un autre officier et un soldat. Ils les ont tous tués dans cette attaque. C'était la fin. Et après ça, le président du Liban n'avait plus rien à faire. Il ne savait même pas quoi dire. Well, he's shifted. He's shifting now. Eh bien, il a changé. Il est en train de changer là. Et vous savez, si le Liban avait un peu de solidarité entre ses factions confessionnelles et n'était pas aussi servilement pro-américain et pro-saoudien, le problème, c'est que le Liban, la corruption structurelle de ce pays, c'est une tragédie. Et en le maintenant dans un état de crise depuis 50 ans, le Liban est en crise depuis 50 ans. C'est un tout petit pays. Il n'a pas de base industrielle. Il a un peu d'agriculture. Et il y avait la finance à Beyrouth. Mais tout ça a pratiquement disparu. Ils ont détruit l'économie et le secteur bancaire là-bas. Ils faisaient aussi du commerce et du transport maritime. Mais, depuis une vingtaine d'années, ils survivent surtout grâce à l'argent du Golfe, que ce soit des fonds saoudiens, émiratis ou d'autres investisseurs qui arrivent à Beyrouth pour construire des immeubles de luxe, histoire que les Saoudiens puissent, disons, s'amuser un peu le week-end. Ils viennent au Liban, contractent des mariages temporaires, se marient pour 2 semaines, divorcent en juillet, puis rentrent en Arabie saoudite. Le pays dépend de la générosité du Golfe. Et cette dépendance a créé une sorte de syndrome de Stockholm au sein du gouvernement libanais. C'est très dysfonctionnel. Ils sont coincés dans un système confessionnel fondé sur un recensement de 1958, qui ne reflète plus du tout la réalité démographique du Liban. Si c'était le cas, alors le président serait chiite. Joseph Ayoun serait le président du Parlement, et sans doute que le Premier ministre resterait sunnite. Mais voilà ce qui se passe quand on crée une situation pareille. Toute l'économie tient sur un fil, à très court terme. Chacun devient opportuniste. On a tendance à se regrouper selon ses appartenances communautaires. Ce sont les familles, les identités religieuses, et on ne fait affaire qu'avec les gens en qui on a confiance. Et ça rend les choses très faciles pour les Saoudiens et les Américains, qui peuvent venir, choisir leurs interlocuteurs, en séparer certains, donner de l'argent à quelques-uns et pas aux autres. Et au final, ça corrompt tout le monde. Ça pousse les gens à ne penser qu'à leurs intérêts, à devenir très tribaux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait au Liban. L'Arabie saoudite le fait surtout avec de l'argent. Les États-Unis, eux, le font avec de l'argent, des contrats de développement, des prêts. Le FMI fait aussi partie de cette opération d'influence américaine au Liban. Et puis, à travers l'ONU, les principaux employeurs du pays sont des ONG étrangères. Il y a des milliers d'ONG au Liban. Donc pour la classe éduquée, les diplômés d'université, les ONG sont parmi les plus gros employeurs du pays. Ensuite, ils débauchent les meilleurs pour aller travailler en Europe ou à New York, chez McKinsey ou d'autres cabinets de conseil américains. Et pour les autres, ils les achètent tout simplement, comme ces chrétiens maronites à qui ils offrent des passeports américains pour leurs enfants. Les parents de ces enfants ne sont pas nés aux États-Unis, mais ils ont tous des passeports américains. Ça fait partie de l'opération d'influence. Et pour la communauté chiite au Liban, rien. Pas d'argent, pas de financement, pas de passeport américain. Rien du tout. Rien, à part des menaces et des accusations disant que vous êtes tous des terroristes et que c'est à cause de vous que le Liban ne fonctionne pas sur le plan économique. Ils ont réussi à créer ce climat au Liban, et c'est comme ça que les États-Unis ont pu s'y introduire et presque déclencher une guerre civile sous ce président. Ils mettent vraiment la pression, ils poussent les Libanais à bout, avec des incitations, de la coercition, des menaces et des pots de vin.
incentives, coercion, threats, and bribes. And the Saudis are part of this as well. Et les Saoudiens font aussi partie de tout ça, en disant qu'il faut désarmer le Hezbollah. Eh bien, regardez, c'est exactement le même scénario que pendant la guerre civile libanaise, de 1978 jusqu'aux années 90. À l'époque, Israël s'était servi des Palestiniens, de l'OLP, pour semer la division au Liban, pour pousser tous les groupes possibles à s'affronter et pour entraîner la Syrie dans le conflit. Parce qu'en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agissait, une guerre contre Israël. C'est devenu une guerre entre la Syrie et Israël, ou plutôt entre Israël et les intérêts américains d'un côté, et la Syrie, ainsi que les factions chiites du Liban de l'autre. Mais ils refont exactement la même chose aujourd'hui. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Nima, il y a quelques minutes, s'ils arrivent à entraîner le Hezbollah dans des affaires intérieures, alors Israël a carte blanche pour faire ce qu'il veut dans le Sud-Liban, y compris exploiter les gisements de gaz au large des côtes du Sud-Liban. C'est ça, en fait, l'objectif des États-Unis et d'Israël à travers tous ces conflits au Liban. Plonger le pays dans la guerre civile, les tensions internes, les luttes de pouvoir. Et en faisant ça, ils peuvent ensuite le contrôler et prendre au passage les terres ou les ressources dont ils ont besoin quand ça les arrange. Et je veux aussi dire ceci. Quand toutes ces factions ont déposé les armes après la guerre civile, entre 1991 et 1992, il y a eu un désarmement massif. C'était le début de la fin de cette longue guerre civile libanaise qui a été dévastatrice pour le pays, sur le plan économique, social et à bien d'autres niveaux. Beaucoup de gens ont fini par quitter le Liban à cause de ça. Les Libanais sont partis en Australie, au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, en Europe et aussi dans le Golfe. Mais tout ça a vidé le pays de ses meilleurs éléments. Et puis, on leur a dit, vous devez désarmer toutes les milices chrétiennes, les forces libanaises et toutes les autres factions, y compris musulmanes. Une seule faction a été autorisée à garder ses armes en 1992. Devinez laquelle? Le Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un pour défendre la frontière sud. Parce que l'armée libanaise ne pouvait pas le faire. Parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. L'armée libanaise n'a pas le droit. Les États-Unis contrôlent chaque pièce d'équipement achetée pour l'armée libanaise. Elle n'a pas le droit d'avoir de force aérienne, ni de défense antiaérienne. Rien de tout ça. Elles sont interdites. Pas officiellement, mais c'est la politique des États-Unis. C'est ça, le pouvoir du lobby israélien. Ce lobby existe en Amérique pour contrôler dans le détail ce que les États-Unis font vis-à-vis de leurs voisins. C'est la manière pour Israël de garder la main sur le Liban sans y être présent. Ils passent par les États-Unis qui agissent comme leur intermédiaire. Et Israël est très malin. Ils savent très bien qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas livrer à l'armée libanaise. Tout ce qui pourrait lui permettre de défendre son espace aérien ou ses frontières. Ils veulent que tout cela reste entre les mains du Hezbollah, parce qu'ensuite, ils peuvent les qualifier de terroristes, comme on l'a déjà évoqué, et pousser les États-Unis et leurs alliés à faire de même. Et tout à coup, ça devient une guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas une guerre d'agression menée par Israël contre son voisin, le Liban. Ce n'est pas non plus de l'apartheid en Palestine. Non, non, c'est une guerre contre le terrorisme. C'est comme ça qu'ils la présentent. Et ils veulent absolument garder ce cadre-là. Les États-Unis et Israël veulent maintenir cette façon de présenter les choses et ne pas permettre qu'on la décrive pour ce qu'elle est vraiment. Et l'Iran a dit non, 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 on change le cadre. On va contourner tout ce que vous avez construit, tout cet édifice artificiel, cette mise en scène fausse des affaires, des groupes et des conflits du Moyen-Orient. On redéfinit tout ça maintenant. On va le faire strictement selon le droit international et uniquement en termes de responsabilité d'Israël pour tous les crimes graves contre l'humanité.
qu'il commet en toute impunité. Toute la position des États-Unis, en fait, tout le système américain, sur le plan politique, militaire, est conçu pour protéger l'impunité d'Israël, pour permettre à Israël d'agir en toute impunité. C'est vraiment au fond la fonction principale des États-Unis, politiquement et militairement. Toutes les sanctions, toutes les désignations de groupes terroristes ici ou là, tout ça n'a qu'un seul but: défendre et protéger le droit d'Israël à agir avec une impunité totale, même dans la criminalité, contre ses habitants, ses voisins, les Palestiniens vivant sous occupation illégale, et aussi contre ses autres voisins, l'Iran et tous les autres. Et cette politique américaine finira par faire tomber les États-Unis eux-mêmes. Elle est en train de les affaiblir en tant qu'empire mondial. Parce que maintenir une telle position, c'est tout simplement intenable. C'est tellement évident que c'est intenable. Et ce président s'y accroche désespérément, tout comme l'ensemble du gouvernement américain et de l'establishment politique. Parce qu'ils font ça depuis tellement longtemps qu'ils ne connaissent pas d'autre manière de faire. Ils ne peuvent même pas imaginer un monde sans ce discours du genre « Israël est notre plus grand ami et allié ». Pour eux, il n'y a pas d'autre option. Ils n'arrivent pas à concevoir un monde où ce mensonge n'existe pas. Tout, l'argent, le sang, les ressources, les vies, le prix qu'on a payé pour maintenir cette façade mensongère selon laquelle Israël serait la seule démocratie du Moyen-Orient et qu'il nous ressemble, qu'ils incarnent des valeurs européennes, qu'il faut les protéger et que tous ceux qui leur résistent sont des terroristes. Voilà, c'est ça, le paradigme occidental dans toute sa logique. Et ce n'est pas tenable. Il a fallu la République islamique d'Iran pour démontrer que ce n'est pas durable. Ils ont forcé la main et personne ne s'est levé pour les Palestiniens. Personne n'a vraiment agi. Personne n'a mis son argent là où il disait qu'il le ferait. Je me souviens du jour où True Promise a gagné Nima. Je revois les images des Palestiniens levant les yeux vers le ciel. On voyait les feux d'artifice arriver, et eux, ils étaient là, dans les rues de Gaza, en train de pleurer, de pleurer. Ils disaient, c'est la première fois que quelqu'un sur cette planète fait quelque chose pour nous. Pour moi, c'était un moment historique. Et tu sais, sans rien enlever au Hezbollah, ils ont fait en réalité la même chose. Ils ont essayé d'imposer une ligne rouge pour détourner une grande partie des forces de Tsahal qui menaient un génocide brutal après le 7 octobre contre les Palestiniens. Le Hezbollah est intervenu pour attirer une grande partie des forces israéliennes ailleurs. Et vous savez quoi? Ça a marché. Temporairement, oui, mais ça a marché. Ils ont dû retirer des forces de Gaza et les redéployer ailleurs, et ça a semé la panique. Et bien sûr, les conséquences ont été dévastatrices pour le Liban. Mais accuser le Hezbollah pour ça, ça revient à dire qu'on accepte qu'Israël massacre des centaines de milliers de femmes et d'enfants, qu'on est d'accord avec ça. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à avaler pour n'importe quel pays arabe. L'Iran est le seul pays, à part le Hezbollah, et je rends d'ailleurs hommage aux Libanais pour ça, parce que le Hezbollah fait partie du Liban. Donc, techniquement, c'est le Liban. Et c'est pour ça qu'ils doivent en finir avec cette manière sectaire de se définir les uns contre les autres. C'est tout simplement horrible et terriblement à courte vue. Et au bout du compte, c'est ça qui causera leur perte. Si le Liban n'arrive pas à dépasser cette vision sectaire, étroite et mesquine, il va perdre du territoire. C'est là que ça va mener. Le Liban sera plus petit. C'est déjà un tout petit pays, et il va devenir encore plus petit. Parce que la seule façon pour lui de survivre en tant que pays uni, c'est d'avoir une solidarité totale. Et ça doit venir d'en haut. Malheureusement, on a des marionnettes des États-Unis, de l'Arabie saoudite et d'Israël, comme Joseph Aoun et Nawaf Salam.
Ils ont été placés là par des intérêts occidentaux et sionistes et financés de différentes manières par le Golfe. Et c'est vraiment triste. Si les dirigeants actuels du Liban ne se réveillent pas avant qu'il ne soit trop tard, ils finiront par fuir le pouvoir. C'est là que tout ça va finir. Ils ont deux choix. Soit ils se lèvent et font ce qu'il faut, soit ils finiront par devoir fuir, sans doute à l'étranger. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est ouvrir la porte. Ils déroulent littéralement le tapis rouge à une guerre civile violente, tout en laissant les Américains les manipuler complètement. Tom Barak, lui, arrive là-bas comme s'il était le vice-roi du Levant. Et il dit « L'armée libanaise doit désarmer le Hezbollah, vous savez, et on va s'assurer que ça se fasse. » Et ils doivent le faire, parce que, soi-disant, c'est nous qui leur disons de le faire. Franchement, c'est d'un colonialisme, d'une arrogance incroyable. Et personne n'a le droit de dire un mot sur Israël. C'est le syndrome de Stockholm, Nima. Ils finissent par aimer leur oppresseur et par accuser les autres détenus de la prison. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Liban. C'est une situation incroyable, mais vous savez, les petits États sont fragiles. Cela dit, les petits États peuvent aussi jouer un rôle important pour stabiliser une région, à condition d'avoir une vraie cohésion interne. Parce que dans ce cas, ils ont des alliés. Et donc, ils ont du poids. Et ils ont aussi des alliés européens, les Européens. Si le Liban faisait preuve de solidarité face à Israël, plusieurs pays européens seraient contraints de le soutenir. Et ça change tout. C'est justement ce que l'Amérique et Israël ne veulent surtout pas voir arriver. C'est ce qu'ils redoutent le plus, une solidarité libanaise contre Israël. C'est la plus grande crainte des Américains et des Israéliens. Les Américains ont dépensé des milliards de dollars pour déstabiliser ce pays. Des milliards, juste pour les pousser à se battre entre eux. Les États du Golfe ont fait la même chose. Et Israël aussi, évidemment. C'est même en haut de leur liste. Il y a un livre, d'ailleurs, il est sur ma liste des lectures importantes, écrit par David Hurst. Je ne sais pas si vous le connaissez. Beware of Small States. C'est l'ancien rédacteur en chef Moyen-Orient du Guardian. Ce livre explique une partie de ce dont je parle, sur la géopolitique de la presse Sykes-Picot au Moyen-Orient. Et l'autre, c'est celui de Hala Jaber, Hezbollah Born with a Vengeance. Pour moi, c'est l'histoire de référence sur les débuts du Hezbollah ici. Un excellent livre, vraiment. Mais je doute que quelqu'un dans l'administration Trump ait lu l'un ou l'autre de ces ouvrages. Non. Ils en ont tout simplement pas envie. No, they don't want to. Yeah. Patrick, there is a report from Iran that Patrick, selon un rapport venu d'Iran, une délégation qatari est arrivée à Téhéran pour discuter des relations bilatérales et de l'évolution de la situation régionale, y compris des efforts diplomatiques récents visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des changements dans la nature des relations entre l'Iran et le Qatar à la suite de cette guerre. Mais s'agissant de l'Iran et des États-Unis, il n'y a rien que le Qatar puisse faire. Ils n'ont aucun rôle à jouer. Les deux parties ont essayé de se parler directement à Islamabad. Deux délégations. L'une d'elles était dirigée par J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, l'autre par le président du Parlement iranien. Et ces négociations n'ont abouti à rien. Comment peut-on croire que la délégation qatari, ou même, je dirais, le type d'Islamabad, Munir, le chef d'état-major, le responsable d'Islamabad du Pakistan, va faire quoi que ce soit à ce sujet? Pour moi, il n'y a rien à faire là-bas. Rien du tout. Littéralement rien. Donald Trump essaie d'imposer ses conditions aux Iraniens, et les Iraniens disent non. Voilà la réalité de la guerre. C'est ça, le champ de bataille. Et tout ce qui se passe en sera le reflet. Nous n'allons pas changer notre politique ni notre stratégie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à un accord. C'est pour ça que Donald Trump a tweeté aujourd'hui qu'il ne plie pas, qu'il ne recule pas.
Comment voyez-vous le rôle de ces pays du CCG comme le Qatar? Est-ce qu'on va assister à un changement, même léger, de la part de ces pays? You're already seeing a little shift with Qatar. On voit déjà un petit changement du côté du Qatar. Ils ont complètement revu leur position au cours des 3 derniers mois. Leur attitude est très très différente aujourd'hui. À mon avis, la différence, c'est que le Qatar est sans doute le pays du Golfe le moins sous influence israélienne. Les accords d'Abraham pour les États du Golfe, c'est une catastrophe. Mais les Émirats arabes unis, eux, sont littéralement absorbés par Israël sur tous les plans possibles. Leurs services de renseignement sont sur place. Le Mossad a on ne sait combien de postes de travail à l'intérieur des Émirats. Ils ont tout mélangé. L'informatique en nuage, la sécurité, le cyber, le militaire, le commercial. Il y a, je ne sais pas, des centaines de milliers d'Israéliens, soi-disant touristes, qui circulent aux Émirats en ce moment même. Quote tourists running around the UAE as we speak. So it's effectively taking it over. Donc, en fait, c'est une prise de contrôle. Et ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour les Émirats arabes unis d'avoir une position raisonnable vis-à-vis de l'Iran. Si j'étais l'Iran, je n'envisagerais même pas de dialogue tant qu'ils n'auront pas officiellement renoncé aux accords d'Abraham. Mais ça n'arrivera pas. L'Arabie saoudite, elle est un peu entre les deux. Peut-être qu'elle s'oriente vers plus d'indépendance, mais elle reste encore très liée aux États-Unis. Le problème de tous les États du Golfe, Nima, c'est qu'ils sont trop dépendants du dollar américain. C'est ça le vrai problème. Et tu sais quoi? C'est aussi le problème de l'Irak. Les États-Unis tiennent l'Irak à la gorge, et ils l'ont fait de manière structurelle, volontairement, après la guerre. Une grande partie des revenus pétroliers irakiens doit passer par les banques américaines à New York. Je crois même comprendre, je peux me tromper, que le fonds souverain irakien est en dollars, déposé dans des banques américaines. Donc s'ils s'écartent trop de la ligne, ils pourraient se retrouver sanctionnés. Les États-Unis ont donc ce levier sur eux. Et tu sais, tout ça pourrait probablement se terminer dès demain, Nima, si l'Irak déclarait son espace aérien interdit aux États-Unis et à Israël. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est la clé. Oui, c'est aussi simple que ça. En fait, les États-Unis tiennent discrètement l'Irak par les finances. C'est une énorme épée suspendue au-dessus de leur tête. Et beaucoup de gens n'en parlent pas. Donc oui, stratégiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. Yeah, that's strategically. There's no doubt about it. That's the legacy of the Iraq War remains. L'héritage de la guerre en Irak est toujours là. Il reste, mais de moins en moins. L'influence politique, elle, n'est clairement plus là du côté des États-Unis. En revanche, l'influence et le contrôle financier, eux, le sont. Le Qatar est très dépendant du dollar américain et des institutions américaines. L'Arabie saoudite, encore plus, énormément. L'Arabie saoudite et le Qatar ont aussi leur propre levier. Ils disposent d'une certaine influence, à la fois financière et politique, grâce à la manière dont ils ont mêlé leurs institutions à celles de l'Occident, dans les milieux universitaires, la société civile, les affaires. Il y a beaucoup d'exemples. Ils ont beaucoup travaillé pour renforcer leur influence aux États-Unis et plus largement en Occident. Le Bahreïn, lui, est extrêmement fragile. La famille royale y est dans une position très faible. Elle dépend totalement de la sécurité assurée par l'Arabie saoudite. Et le Koweït, qui dépend vraiment de la protection américaine, devient de plus en plus vulnérable face aux frappes iraniennes. Et je pense même que je ne suis pas convaincu que l'attaque contre l'aéroport koweïtien venait réellement de missiles iraniens. Ça pourrait très bien être autre chose, voire une opération sous faux drapeau, d'ailleurs. Parce qu'après cette attaque, on a vu qu'ils ont commencé à faire la promotion d'un nouveau système anti-drone qui va coûter des milliards de dollars. Donc, chacun a ses intérêts économiques dans tout le chaos de la région en ce moment. Mais le Qatar, qui subit le moins d'influence israélienne, a la meilleure chance de rester indépendant.
Et je pense que ce serait intelligent de leur part de s'allier avec l'Iran, puisqu'ils partagent ensemble le plus grand champ gazier du monde, ou presque. Ils ont donc besoin d'une relation de travail fiable, stable, sans aucun problème ni aucune ambiguïté. Pour moi, c'est essentiel. Alors oui, le Qatar est un petit pays, mais tout dépend de la direction qu'il choisit dans sa relation avec l'Iran. Il peut en tirer une grande prospérité, de vrais avantages, mais il devra adopter une orientation très claire, très réfléchie vis-à-vis de l'Iran. C'est évident. Et tout le monde peut voir que c'est différent de ce que font les autres États du Golfe, ou de la confusion dans laquelle ils se trouvent. Parce qu'ils sont tous exposés. Le Koweït, par exemple, est très dépendant du dollar américain, et sans doute Bahreïn aussi. Et Bahreïn, lui, est militairement occupé. C'est un pays occupé. Les États-Unis l'occupent. Bahreïn n'est pas très grand, mais il est sous contrôle militaire américain. Donc, ils ne sont pas souverains. Ils ne peuvent pas prendre de décisions par eux-mêmes. Ils n'ont pas de politique étrangère propre. La majorité du pays est chiite. Donc, c'est un cas typique d'ancien modèle colonial britannique. Une minorité au pouvoir, un monarque despotique, issu d'une minorité qui dirige une majorité religieuse différente. Classique. Alors oui, pour moi, l'Arabie saoudite, c'est vraiment le pays qui peut faire pencher la balance. Ils entretiennent d'excellentes relations avec plusieurs grandes puissances, y compris la Russie. Ils étaient présents au Forum économique de Saint-Pétersbourg, où ils occupaient une place de choix, un rôle de premier plan dans cet événement, qui est l'un des grands rendez-vous géopolitiques de la Russie. Ils ont aussi des liens avec la Chine et d'autres pays. Donc, l'Arabie saoudite peut faire basculer l'équilibre, mais c'est aussi risqué pour eux, parce qu'ils se trouvent entre Israël et l'Iran. Du coup, ils doivent être très prudents sur le plan stratégique, pour leur propre sécurité et leur propre stabilité, s'ils ne veulent pas pencher trop clairement d'un côté ou de l'autre. Alors ça, c'est une chose. En ce sens, l'Arabie saoudite ressemble un peu à la Turquie. Elles doivent sans cesse danser avec plusieurs partenaires à la fois. Et ça devient de plus en plus évident. Ce n'était pas forcément le cas avant. L'Arabie saoudite était vraiment l'hégémon régional. Ce n'est plus le cas. Plus du tout. Non, aujourd'hui, c'est l'Iran qui est l'hégémon régional. C'est très clair. La Turquie aurait pu l'être, mais malheureusement, elle est liée à l'OTAN et elle ne peut pas faire grand-chose. Elle n'arrive pas non plus à se détacher de ses relations économiques avec Israël ou avec l'Azerbaïdjan. Pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais la Turquie a sa propre ligne, son propre agenda ethno-turc et aussi sa propre transition islamiste. D'ailleurs, ça va échouer. Franchement, je pense qu'ils se bercent d'illusions. Eh bien, quelle partie va échouer? La transition islamique. L'Asie centrale. Je pense que la façon dont... L'Asie centrale, oui. Le panturquisme? Non, ça n'arrive pas. Le mouvement pan-turc, oui. Et donc, la Turquie a fait beaucoup de choses terribles. Ils ont fait venir des Ouïghours, qu'ils considèrent comme faisant partie historiquement de la grande famille turcique, si on peut dire. Ils les ont amenés en Syrie, et c'étaient les terroristes les plus violents, les plus cruels. Ils ont fait venir les Ouïghours et d'autres personnes d'Asie centrale, et tout ça a été facilité par la Turquie et le MIT, leur service de renseignement. Ce qu'ils ont fait en Syrie est horrible, vraiment horrible. Les combattants de l'État islamique les plus violents, les plus brutaux, venaient souvent de là-bas. Et donc la Turquie a commis beaucoup d'atrocités au nom de ce qu'ils appellent, disons, leur néo-ottomanisme. Moi, j'appelle ça un peu le MAGA turc. Vous savez, rendre la Turquie grande à nouveau. C'est le projet sur 30 ans d'Erdogan. Il a commencé au début des années 90. Donc le parti AKP, c'est un vrai projet, et ils ont transformé les institutions du pays pour les rendre plus islamiques,
pour s'éloigner de la société laïque et de l'économie politique de Mustafa Atatürk et la transformer en un modèle islamiste. Mais ça pose aussi des problèmes, et je pense qu'il a échoué. La Turquie a vraiment échoué aux yeux de l'Oumma, parce qu'il parle fort face à Netanyahou, mais il n'a rien fait de concret pour arrêter le génocide à Gaza. C'est une énorme trahison envers la communauté musulmane mondiale. Ça a vraiment montré à quel point l'image d'Erdogan et celle de la Turquie comme championne du monde islamique étaient superficielles et fausses. Ils ne pourront jamais être les gardiens de la mosquée Al-Aqsa. À moins qu'ils ne soient prêts à se lever et à vraiment faire quelque chose pour freiner Israël, alors là, ils méritent qu'on les prenne au sérieux. Mais le seul pays qui a vraiment agi pour les Palestiniens, c'est l'Iran. Le Hezbollah aussi, bien sûr, mais surtout l'Iran. L'Iran a subi les coups les plus durs de l'Empire en guise de punition pour ce qu'il a fait. C'est aussi simple que ça. La plus grande armée conventionnelle du monde, comme disent les Américains, la force militaire la plus puissante de toute l'histoire humaine, eh bien, l'Iran lui a tenu tête. Et non seulement il tient encore debout, mais il a réussi à renverser la dynamique, à faire pencher l'équilibre des forces en sa faveur. Les États-Unis, eux, sont sur la défensive. Et ça, c'est extraordinaire. Et au fond, tout ça a commencé par la défense des Palestiniens. Parce que depuis le début, c'est bien là le vrai problème d'Israël avec l'Iran. Parce qu'ils défendent les Palestiniens. L'Iran n'est pas une menace physique, pas du tout. Ils sont assez loin, mais c'est le seul pays qui n'a jamais lâché la question palestinienne. Et c'est ça qui en a fait un ennemi. C'est pour ça qu'on a vu cette campagne mensongère sur des armes nucléaires iraniennes qui n'existent pas depuis plus de 40 ans maintenant. Tout ça, c'est pour diaboliser l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'il représentait une résistance possible au projet sioniste israélien dans la région. Et parce qu'il défendait la population palestinienne autochtone, celle qui fait obstacle à l'expansion totale d'Israël. Ce sont les habitants d'origine. Ce sont les Palestiniens. Et les seuls prêts à risquer leur vie, c'est l'Iran. Le seul pays prêt à tout mettre en jeu pour les Palestiniens. C'est le seul qui accepte d'encaisser les coups des États-Unis, d'Israël et les sanctions de tous les autres alliés occidentaux. Pourquoi ? Pour défendre les Palestiniens et maintenant aussi les habitants du Sud-Liban. Et ils encaissent cette punition. Pourquoi ? Parce que c'est ce que font les grandes puissances. C'est ainsi que l'histoire le retiendra. Alors, au-delà de la propagande du moment, au-delà de tous les mensonges, de tous ces faux arguments qu'on nous balance sans arrêt en Occident, l'histoire verra cela comme un acte de grande puissance. Les grandes puissances peuvent tracer des lignes rouges morales, et les grandes puissances se battent pour leurs principes. Elles n'y renoncent pas. L'Iran s'est donc imposé comme une grande puissance, historiquement parlant. Les États-Unis, eux, sont une grande puissance, ou plutôt une ancienne grande puissance, aujourd'hui en déclin rapide. Et Israël est sans doute une puissance en devenir, qui disparaît vite, engagée dans une sorte de voyage faustien ultime. Un voyage qui, au bout du compte, mène à la catastrophe totale, au sens biblique aussi. Alors, espérons qu'on tienne assez longtemps pour pouvoir un jour regarder tout ça avec le recul de l'histoire et l'évaluer dans ces termes-là. C'est la grande question. Est-ce qu'on va survivre jusque-là? Patrick, dans le cas de la Turquie, aujourd'hui, Erdogan a déclaré que la sécurité du pays ne commence pas seulement à Hatay. Hatay, c'est la province située au sud de la Turquie. Qu'ils ont volé à la Syrie. Oui, au début du XXe siècle, c'était la Syrie, le Hatay. Bon, allez-y. Mais il a aussi déclaré que non seulement à Hatay, mais aussi à Alep, à Damas et à Beyrouth, il ne fermerait pas les yeux face à une agression contre ces villes.
Il a ajouté que tout le projet du Grand Israël, ils le connaissent très bien et qu'ils sont prêts à s'y opposer dès aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la réaction israélienne. Benjamin Netanyahou est intervenu en disant que la Turquie, ou Erdogan, est le plus antisémite de la planète. Il a ajouté que, sur le plan du discours, la Turquie va trop loin, mais que dans les faits, on ne voit rien se produire. Et il a précisé qu'il bénéficie du soutien total du peuple turc. Les sondages récents montrent qu'environ 97% des Turcs soutiennent la politique visant à s'opposer à Israël. Absolument. Et cela ne s'est pas traduit dans la politique étrangère de la Turquie. Oui, si Erdogan était sérieux, ce qu'il n'est pas, il parle bien, c'est un bon orateur. Il est un peu comme Trump. C'est un grand politicien, sans doute le plus réussi de l'histoire moderne de la Turquie. Et c'est un excellent communicant. S'il était vraiment sincère, il appellerait Aliyev à Bakou, en Azerbaïdjan, et il lui dirait « Plus une goutte de ton pétrole pour les Israéliens. C'est fini, terminé, sanctions. » Il dirait « Nous allons sanctionner les Israéliens, et toi, l'Azerbaïdjan, tu vas te joindre à nous. Tu vas appliquer les mêmes sanctions, et ensemble, on va créer un front uni, parce qu'il faut mettre la pression pour sauver nos frères musulmans, les musulmans sunnites de Gaza. » Vous voyez, c'est pour ça que l'Iran, l'Occident, veut le présenter comme chiite, pour le séparer du reste de l'Oumma. Mais le monde commence à comprendre qu'il ne faut pas voir l'Iran comme un pays musulman chiite, mais simplement comme un pays musulman. Et ça veut dire que l'Iran est devenu le leader du monde islamique. C'est la position que la Turquie voulait, oui, voulait vraiment. C'est une position que l'Empire ottoman a peut-être eue autrefois, mais qu'il n'a plus, et qu'il n'aura plus jamais, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, l'Iran est le leader de facto du monde islamique, à l'échelle mondiale. C'est vers lui que tout le monde se tourne. Même les Russes n'ont pas affronté les États-Unis militairement, pas même la Russie. Il n'y a aucun pays sur cette planète qui ait tenu tête aux États-Unis et à Israël en même temps, et qui non seulement tiennent encore debout, mais ait réussi à détruire complètement plusieurs bases américaines. Et ils ont abattu 75 avions à voilure fixe, au moins si on compte le Yémen et l'Iran. 75 dans ces deux conflits, que je considère comme un seul, peut-être 80 d'ici la fin de la semaine. C'est à peu près ce que les États-Unis ont perdu pendant les premières et deuxièmes guerres d'Irak. En gros, sur 12 ans de conflit, 75 avions à voilure fixe. Ils en ont perdu autant au cours des 12 derniers mois, ou un peu plus. Et toutes ces bases, tu vois Nima, ce serait comme si pendant la guerre du Vietnam, le Viet Cong, enfin, les États-Unis ont perdu beaucoup d'hommes et d'avions pendant les 8 années de guerre, les 8 années d'opérations de combat officielles. Ce serait comme si le Viet Cong avait réussi à détruire les bases américaines aux Philippines, à Guam, à Okinawa, et même dans les îles Salomon et le nord de l'Australie. Comme si tout ça avait été anéanti dès le début de la guerre du Vietnam. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient ni les moyens, ni la technologie pour faire ça. L'Iran, lui, l'a fait. C'est l'Iran qui a fait ça. Donc vous voyez, c'est historique, mais ça n'a pas encore vraiment été compris en Amérique, ni en Occident. Là-bas, on continue à faire comme si les États-Unis étaient encore la puissance dominante en Asie de l'Ouest ou au Moyen-Orient. Ils y croient encore. Et Trump, lui, joue avec ce blocus absurde, comme si ça montrait que l'Amérique impose sa loi dans la région. On va dicter nos conditions aux Iraniens. On les a démantelés, détruits. Ils n'ont plus de direction. C'est ce qu'il a dit l'autre jour. Ils en sont rendus à leur 3e niveau de dirigeants. Non, c'est pas vrai. L'Iran est une société, un gouvernement et une armée qui fonctionnent pleinement. Et avec seulement quelques salves de missiles,
Ils ont réussi à forcer les États-Unis et Israël à complètement revoir et réorganiser leur position vis-à-vis du Liban. Ce n'est pas un pays vaincu, désolé. Et si les États-Unis sont si puissants, pourquoi ne peuvent-ils plus utiliser toutes leurs bases militaires dans le Golfe Persique? Pourquoi l'Arabie saoudite est-elle sur des charbons ardents? À se demander jusqu'à quel point elle va permettre aux Américains non seulement d'utiliser leurs bases, mais même de traverser leur espace aérien. C'est parce qu'ils ont peur de l'Iran, parce que l'Iran a donné suite à ces menaces. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que l'Iran est désormais une superpuissance régionale à part entière. Voilà pourquoi. Is that repaid to Syria broke basi puis secondaire? And the GCC countries are secondary powers now. Oui. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Et avant de conclure, allez faire un tour sur 21st Century Wire et vous pouvez suivre Patrick sur patrickhenningson.substack.com. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous pourrez les retrouver là-bas. Et dans la section des commentaires, notre ami partage la chaîne YouTube de Patrick. Je mettrai aussi tous les liens dans la description juste après ce podcast. Merci encore, Patrick. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, Nimal Khorshid. Prends soin de toi. Au revoir.